Cette histoire commence par un événement tragique. Un événement qui a changé à jamais le cours de l'histoire. Nous sommes le 11 septembre 2001, il est 8h46 et le ciel new-yorkais est d'un bleu azur quand soudain, This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. A la espera de mayores informaciones, saber qué fue lo que ocurrió, cómo fue que 現在私、貿易センタービルから1キロほど北にあります国連本部の It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle du 11 septembre 2001. L'histoire que je vais vous raconter commence à Détroit. On est en 1943, les États-Unis sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale depuis que le Japon a attaqué leur base militaire de Pearl Harbor, dans le Pacifique, le 7 décembre 1941. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les États-Unis ne veulent pas simplement remporter la victoire. Ils veulent montrer au monde entier, et en premier lieu aux Japonais, qu'ils ont fait la pire erreur de leur histoire en venant les attaquer. Et vous savez quelle est la première chose que fait le président américain Franklin Roosevelt à ce moment-là? Il se contente pas d'envoyer 3 petits régiments aller se battre en Europe. Il ordonne la reconversion massive de toute l'économie américaine vers un seul but, la production d'armes. C'est comme ça qu'à Détroit, ville du Michigan qui s'était énormément développée avec l'essor de l'industrie automobile, passant de 300 000 à 1,6 million d'habitants entre 1900 et 1930, les usines se reconvertissent du jour au lendemain pour produire des chars de combat, des jeeps militaires et des bombardiers pour les Alliés. Pendant la guerre, Roosevelt lui-même utilisait d'ailleurs le slogan « The Arsenal of Democracy » pour désigner ces villes qui, comme Détroit, ont soutenu l'effort de guerre et joué un rôle déterminant dans la victoire finale des Alliés en 1945. Ok, on peut revenir quelques secondes sur ce graphique. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là? En 1943, le plus gros problème de Détroit, c'est pas la guerre en fait. Son plus gros problème, c'est sa population qui a augmenté de 450% en à peine 3 décennies. La situation commence à devenir vraiment critique parce que des taudis commencent à se développer un peu partout dans la ville, et notamment à l'est, où de nombreux Afro-Américains viennent s'installer chaque année pour aller travailler dans les usines automobiles. Bah ouais, on est encore dans cette Amérique décrite quelques années plus tôt par John Steinbeck dans Les raisins de la colère, ce roman dans lequel il décrit les aventures d'une famille pauvre de métayers qui sillonne le pays à la recherche d'une terre, d'un travail et d'un avenir. Et pour beaucoup d'Afro-Américains qui arrivent cette année-là à Détroit, la cohabitation avec les résidents blancs déjà installés est difficile. Très difficile. Les tensions raciales sont tellement fortes que le 20 juin 1943, elles finissent par dégénérer en émeute. Les autorités locales sont très vite débordées et le bilan officiel fera finalement état de 34 morts et 433 blessés. Malgré tout, à ce moment-là, c'est la guerre, donc tout ça passe assez inaperçu, mais vous allez voir que cet événement va jouer un rôle déterminant dans la suite de notre histoire. Ok, je vais vous parler de quelque chose qui n'a a priori rien à voir, mais qui en fait est lié à ce qui se passe à Détroit en 1945. Là, on est à Genève, en 2000, pendant une conférence sur le thème de la communication non violente dans le domaine de l'éducation. La salle est remplie pour la simple et bonne raison que cet homme, qui est en train de parler, c'est lui qui a inventé la communication non violente, qu'il définit comme, je cite, le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Bon, je pense qu'on est ok pour dire que ça reste assez flou, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour lui, la communication non violente, c'est une manière de se relier aux autres avec bienveillance, en exprimant nos propres besoins et en écoutant ceux des autres avec empathie, sans jugement ni reproche. Pour ça, il part du principe que notre nature profonde nous porte à aimer, donner et recevoir dans un esprit de bienveillance, mais que c'est le langage qui nous couperait de cet élan naturel. Bon, il sort pas ça de son chapeau, hein.
Il s'appuie notamment sur une étude publiée en 1961 par le psychologue américain O.J. Harvey. Après avoir voyagé à travers le monde et épluché la littérature de plusieurs dizaines de pays, ce dernier avait en effet souligné qu'il y a une forte corrélation entre la richesse du vocabulaire exprimant le jugement d'autrui et le recours à la violence dans une société. En gros, plus une langue a de mots exprimant des jugements de valeur, plus les individus qui la parlent risquent de devenir violents. C'est à la fois fascinant et en même temps assez logique parce que si les seuls mots dont tu disposes pour t'exprimer consistent à juger et mettre des étiquettes sur les autres, alors l'affrontement est quasiment inévitable à chaque fois. Pour aller encore plus loin, on pourrait même dire que ce qui se passe lorsqu'on emploie un vocabulaire moralisateur comme « il faut » ou « tu dois », c'est qu'on refuse d'endosser la responsabilité de nos propres besoins pour la reporter sur les autres. C'est d'ailleurs ce que dénonçait Hannah Arendt. Dans Eichmann à Jérusalem, un livre philosophique qu'elle a écrit pendant le procès d'Adolf Eichmann, l'un des principaux responsables de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, Hannah Arendt partage ses réflexions sur ce qu'elle appellera plus tard la banalité du mal. Elle est notamment marquée, à chaque fois qu'il s'exprime à la barre, par le recours quasi systématique d'Eichmann à l'Amtsprache, un langage bureaucratique fait de formules et de références vagues à une hiérarchie sans visage, au nom duquel il ne cesse de justifier sa propre conduite. Elle en vient finalement à la conclusion que c'est précisément parce que des milliers d'hommes et de femmes normaux comme Eichmann ont abandonné leurs responsabilités que le génocide des Juifs a pu finalement se faire sans obstacle. Au fait, vous vous rappelez de ce qui se passe à Détroit en 1943 ? Malgré le climat de violence qui règne alors, des familles continuent de venir s'installer dans la ville. Et parmi toutes ces familles, il y a la famille Rosenberg, avec le père, Fred, la mère, Jean, et le fils, Marshall. C'est d'ailleurs surtout lui qui va nous intéresser. En 1943, Marshall a 9 ans, et il semble assez loin de toute cette violence parce que, avec ses parents, il vit dans un quartier plus calme de Détroit, et puis il est entouré de parents qu'il aime et le protègent du monde extérieur. Mais ça, c'est pas pour très longtemps. En fait, dès son premier jour à l'école, il est pris pour cible par certains de ses camarades de classe qui le tabassent et le traitent de sale youpin. Parce que, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les parents de Marshall sont d'origine juive, et même si l'antisémitisme est alors moins répandu dans le pays de l'oncle Sam qu'en Europe, l'image de réussite sociale qui se colle à la peau des juifs américains à cette époque suscite la jalousie de certaines populations les plus défavorisées de la ville. Et cette première rencontre avec la violence, ça va pas mal le marquer en fait. On peut même dire que c'est le point de départ d'une quête qu'il va poursuivre toute sa vie. Une quête qui va aboutir en 1999 par la publication de son livre le plus célèbre, Les mots sont des fenêtres, dans lequel il pose, après un demi-siècle d'observations et d'hypothèses, les bases de ce qu'il appelle alors la communication non violente. Et oui, cet homme à l'écran, c'est Marshall Rosenberg, le petit garçon qui se faisait tabasser par ses camarades à Détroit en 1943. Mais alors du coup, comment ça fonctionne, la communication non violente ? Bon, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'on arrive dans le cœur de la vidéo. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut comprendre que la communication non violente, c'est un processus. Et l'objectif de ce processus, c'est de passer d'un langage statique, fait d'évaluation et de préjugés figés, à un langage dynamique, basé sur l'observation de ce qui se passe à un moment et dans un contexte donné. Ce processus, il se décompose en 4 étapes. Observer la situation, exprimer les sentiments associés, définir les besoins qui s'expriment derrière ces sentiments, et enfin, formuler une demande pour répondre à ces besoins. L'étape de l'observation, ça consiste à poser des mots sur la situation en évitant de porter un jugement moral. L'objectif, c'est de décrire la situation avec des termes que l'autre peut partager. Par exemple, si tu as donné rendez-vous à ton ou ta meilleure amie mais qu'il ou elle a du retard, tu pourrais transformer une phrase comme « Tu es encore en retard » en « Tu arrives à 19h30 alors que nous avions rendez-vous à 19h ». Ici, on passe d'une situation où on juge, où on enferme l'autre dans un monde statique dans lequel il est toujours en retard, à une situation dynamique
où on essaye de partager un constat à un instant et dans un contexte donné. En l'occurrence, nous avions rendez-vous à 19h, je suis arrivé à 19h30. L'emploi de mots comme jamais, toujours ou encore souvent traduisent d'ailleurs cette confusion entre observation et évaluation. Une fois qu'on a décrit la situation telle qu'elle est, il s'agit ensuite d'exprimer ce qu'on ressent, en faisant appel à nos sentiments. Là aussi, il faut faire attention à ne pas confondre pensée et sentiment. Les pensées, elles renvoient à l'évaluation que l'on porte sur une situation, alors que les sentiments, c'est ce que la situation va susciter en moi. Par exemple, si mon ami est toujours en retard à nos rendez-vous, je pourrais penser qu'il ne m'apprécie pas autant que moi ou qu'il n'en a rien à faire de notre relation, mais sur le plan des sentiments, je pourrais me sentir abandonné, déconsidéré, méprisé, rejeté, trompé, etc. La différence, elle est subtile, mais elle est décisive parce que on passe d'une situation où on accable l'autre à une situation où on recentre l'attention sur nous-mêmes. Et puis, ça peut paraître simple dit comme ça, mais en fait, la plupart d'entre nous n'a pas appris à utiliser activement le vocabulaire affectif. Le plus souvent parce que parler de nos émotions peut nous donner l'impression d'être vulnérable face aux autres, alors qu'au contraire, ça nous rend plus humains et ça aide également à désamorcer les conflits. Aussi, je te propose de prendre quelques secondes pour faire l'exercice suivant. À l'aide de la roue des émotions qui s'affiche à l'écran, je te propose de décrire ce que tu as ressenti la dernière fois que tu as été confronté à un conflit. Ça peut être une dispute avec un proche, une altercation dans les transports ou au supermarché, un désaccord avec un professeur, ta boss ou encore autre chose. Tu peux mettre la vidéo en pause quelques secondes, le temps de lister tous les sentiments que tu as ressentis dans cette situation. Ensuite, la troisième étape de la communication non violente, c'est l'expression du besoin. Chacune de nos émotions est liée à un ou plusieurs besoins. Là aussi, pour t'aider à mettre le doigt sur les besoins qui sont en jeu à travers tes émotions, tu peux t'inspirer de la fameuse pyramide de Maslow, en partant des besoins les plus fondamentaux jusqu'aux besoins d'accomplissement. D'une part, ça te permet de comprendre d'où viennent tes émotions, et donc de mieux les contrôler. Et puis, d'autre part, tu vas voir que ça aide ton interlocuteur à comprendre que ta réaction, elle n'a rien à voir avec lui personnellement. Enfin, une fois que tu es arrivé là, il s'agit de formuler ta demande, en prenant soin de t'assurer qu'elle respecte 3 critères. D'abord, elle doit être réalisable, c'est-à-dire qu'elle doit respecter les besoins de ton interlocuteur. Par exemple, tu peux pas obliger ton copain ou ta copine à te suivre contre son gré à chaque soirée pour te faire plaisir. Je préfère le rappeler, mais la communication non violente n'a pas vocation à manipuler les autres en faisant semblant d'être empathique, mais plutôt d'ouvrir le dialogue en exprimant la manière dont tu souhaiterais que l'autre réponde à tes besoins. Franchement, il vaut mieux essayer de comprendre les besoins insatisfaits qui s'expriment à travers un non, plutôt que s'obstiner à arracher un oui qui n'est pas sincère. Ensuite, elle doit être précise. Par exemple, une phrase comme « j'aimerais que tu fasses plus souvent le ménage » n'est pas une demande précise parce que la personne ne sait pas ce que signifie plus souvent. Être précis, ça permet d'éviter les incompréhensions et on peut d'ailleurs demander à l'autre de reformuler notre demande pour nous assurer qu'il ou elle a bien compris. Enfin, ta demande, elle doit être formulée de manière positive. Par exemple, au lieu de dire « je veux que tu arrêtes de te négliger », il faudrait plutôt dire « j'aimerais que tu prennes une douche et que tu te brosses les dents avant d'aller à l'école ». Là, on est précis et en même temps, on décrit la situation de manière positive. Donc voilà, observation, sentiment, besoin, demande. On a les 4 étapes de la communication non violente, les 4 étapes d'un processus qui permet de se relier davantage aux autres et à soi-même. Un processus qui permet de s'exprimer avec sincérité et de recevoir avec empathie. Bon, j'aurais pu m'arrêter et conclure la vidéo là-dessus, mais avant, j'aimerais apporter quelques précisions. Parce que c'est bien beau tout ça, mais peut-être que tu as encore des doutes sur la manière dont la communication non violente pourrait vraiment améliorer ta vie. Déjà, il faut savoir que c'est un processus que j'ai découvert très récemment et que j'apprends tout juste à mettre en place dans ma propre vie. Je tiens à le dire pour que tu comprennes bien que les outils et concepts que j'ai présentés dans cette vidéo sont aussi nouveaux pour moi et que même si je suis très enthousiaste à l'idée d'utiliser davantage la communication non violente à l'avenir, il m'arrive encore très régulièrement d'être désemparé quand je suis confronté à un conflit et que j'arrive pas à réagir de la manière dont je le souhaiterais. Du coup, je pense que je referai une vidéo quand j'aurai beaucoup plus de pratique. Malgré tout, étant donné que j'ai passé pas mal de temps ces dernières semaines à lire des articles, des livres et à regarder des vidéos qui traitent de la communication non violente, j'aimerais partager avec toi une réflexion qui m'est venue.
Quand on commence à s'intéresser à la communication non violente, on se rend compte que c'est une méthode qui repose sur une vision du monde où l'être humain serait naturellement porté vers le bon. Et là, c'est un peu le clash des philosophes, parce que d'un côté, on a Jean-Jacques Rousseau qui dit que la nature a fait l'homme bon et heureux, et de l'autre, Thomas Hobbes, pour qui l'homme est un loup pour l'homme. Pour ma part, je dis attention parce que le risque, ce serait de considérer que la vérité se cache d'un côté ou de l'autre. Un peu comme quand on nous demande de choisir entre pain au chocolat ou chocolatine. Alors que c'est évident que c'est... Plus sérieusement, je pense qu'il faut se méfier quand on nous demande de nous positionner pour ou contre quelque chose, parce que la seule chose que réussissent à faire les gens qui obligent les autres à choisir leur camp, c'est de polariser le débat sans apporter de solution pour y mettre fin. Évidemment, l'adulte qui est en nous serait tenté de penser que c'est une erreur de considérer que tous les êtres humains sont naturellement portés vers le bon. Je veux dire, on a tous été confrontés au moins une fois à des actes qui s'inscrivent en opposition à cette logique. Mais est-ce que pour autant, il faut rejeter en bloc l'idée selon laquelle la nature humaine serait portée vers la bienveillance ? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je ne pense pas. À mon sens, l'être humain il est trop complexe pour être résumé par des adjectifs aussi simples que bon ou mauvais. Et j'irais même plus loin en disant que le fait de vouloir absolument dire que quelque chose ou quelqu'un est bon ou mauvais, ça répond d'un besoin de simplifier notre compréhension d'un monde qui, par nature, est complexe. Bien entendu, notre cerveau il fait ça pour nous aider parce que sinon on serait incapable de faire des choix, mais pour autant, je pense qu'il faut faire attention parce que parfois, ces raccourcis, ils nous enferment dans une vision du monde incomplète. Typiquement, si on juge quelqu'un sur un acte isolé, c'est comme si on commençait un puzzle sans le finir. On pourra certes se faire une idée vague, mais on ne pourra jamais apprécier toutes les variations de ton et de couleurs et toutes les contradictions qui se cachent dans le motif. Et puis, il faut bien comprendre que la plupart des gens n'agissent jamais pour le simple plaisir de nuire. C'est juste qu'ils méconnaissent ou ignorent les conséquences de leurs actes sur les autres. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Au fait, vous vous rappelez de ça ? If there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. That looks like a second plane. Oui, parce que, bon, j'ai commencé la vidéo sur ces images, mais je vous ai pas expliqué pourquoi. En fait, un peu plus de 2 semaines après les attentats du 11 septembre, et alors que l'Amérique tout entière a envie de vengeance et que le président des États-Unis, George W. Bush, s'apprête à engager son pays dans une guerre acharnée contre le terrorisme, un homme, dans l'ombre des projecteurs, appelle déjà à tourner le dos à l'escalade de la violence. Cet homme, tu l'auras reconnu, c'est Marshall Rosenberg, l'inventeur de la communication non violente, qui, dans un communiqué intitulé « Des représailles n'engendreront ni paix ni sécurité durable », appelle alors à l'apaisement. Un appel qui restera finalement vain, mais qui continue de garder tout son sens aujourd'hui, 8 ans après sa mort. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser ton meilleur pouce et me dire en commentaire quel est ton fruit préféré. Et puis, si tu souhaites soutenir mon travail et rester au courant lorsque je publie une vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis, pourquoi ils doivent s'abonner déjà ? Bon, tu poses pas de questions, tu t'abonnes. Sur ce, je te dis à la prochaine et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Ciao !